Il a été adulé pour ses performances dans les différents stades du côté de l'Europe. Beaucoup le prennent comme une icône, une idole, celui-là même qui marque l'image de la jeunesse camerounaise et même africaine. Aujourd'hui, il fréquente des personnalités fortes. Il est aussi parfois demandé ou alors certaines personnes recommandent près de lui ceux qui ont envie de réussir. Lui, c'est le Goliath d'or, désormais président de la Fédération camerounaise de football depuis 2 ans. Samuel Eto'o-Fils seulement. Ce nom, depuis quelque temps, suscite des controverses et surtout est objet de division dans notre pays. Et pourtant, celui-là même qui avait dit de redonner à toute sa grandeur au football camerounais, ses vertus et se bat depuis des années pour effectivement donner une certaine image positive de ce football. Ils sont nombreux qui apprécient ses actions, ils sont aussi nombreux qui voient en tout ce qui est fait une dynamique qui ne part pas dans le sens positif. La dernière en date, effectivement, c'est cette sortie du sélectionneur-entraîneur Marc Brice qui, il faut le dire, à travers une missive, ou alors une interview, pour être plus précis, une interview du côté donc d'un média belge à Sangan, effectivement, lâcher des coups, il faut dire, parfois même au-dessus de la ceinture. Une sortie qui a ému, qui n'a pas beaucoup été appréciée par les Camerounais qui aujourd'hui demandent des comptes à celui-là qui, pourtant, en 2 matchs, avait déjà rapporté 4 points à notre pays. Samuel Eto'o-Fils qui, depuis, il faut le dire, est un personnage qui est très fort et surtout qui, il faut le dire, est, selon certains experts et même experts en matière sportive pour me retrouver, parle donc de celui-là même qui peut redonner une belle image au Cameroun. Nous revenons donc bien évidemment sur ce bras de fer qui risque de continuer à la veille du match du 7 septembre qui va marquer la première journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Est-ce qu'on va encore vivre le même scénario que la dernière fois? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit évité? Nous allons bien évidemment nous y pencher. Nous allons aussi voir un personnage tout jeune aussi, comme le premier qui a été cité tout à l'heure. Lui, c'est le très bien nommé, celui-là qui a le patronyme le plus frappant au Cameroun, Franck Emmanuel Biya. Il est sur la sellette depuis quelque temps où certains observateurs avertis et autres experts et même aussi personnes avisées voient déjà dans quelques gestes qui sont énoncés et même aussi quelques activités qui sont énumérées, c'est là un certain positionnement de l'homme. Et si c'était lui en 2025, on va se poser la question en évoquant effectivement quelques activités qui sont menées à son honneur cette semaine. Mesdames et messieurs, le décor étant planté, je vous propose d'aller voir ce qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir. On va lui dire merci, grandement merci, parce qu'il a fait un déplacement pour se rendre ici même à la capitale économique. Lui nous vient de la capitale politique, Yaoundé. Il est du côté de l'Éric O. Il est encore, je pense bien, juste étudiant ou enseignant. Il va nous préciser tout à l'heure. Mais en même temps aussi, il est un des cadres du mouvement franquiste. Et ben oui, ça revient dans le devant de la scène, ce fameux mouvement qui, depuis des années, veut et souhaite effectivement que Franck Emmanuel Biya soit candidat en 2025. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Moubarak Founziko. Bonsoir, M. Jean-Marie Onambélé. Bonsoir à tous vos téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Le mouvement des franquistes et son président qui est très ravi de se retrouver ici aujourd'hui souhaite vous dire tout son honneur et du moins, il souhaite vous dire toutes ses émotions par rapport à l'honneur que vous lui faites en l'associant à votre discussion. Demain, il va clôturer avec apothéose la finale du tournoi Franck Emmanuel Biya. On en parlera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on va bien en parler pour comprendre même la symbolique de ces genres d'activités. Qu'est-ce que ça peut rapporter dans le landerneau politique du Cameroun? Juste en face de vous, nous avons Basile Eto'o du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Basile. Bonsoir Nambélé, bonsoir mes co-discutants. C'est avec plaisir et émotion d'être convié une fois encore à cette importante émission au regard de la thématique qui est portée sur la table de discussion. Je voudrais faire une virgule pour saluer, n'est-ce pas, la tournée qui est entreprise depuis un certain nombre de temps en rapport à la diffusion du film documentaire sur le chef de l'État
au titre Paul Biya, grand destiné, grand homme d'État au destin prodigieux. C'est un film qui, ma foi, retrace, n'est-ce pas, et ressasse l'histoire du chef de l'État, de son enfance jusqu'à au destiné du Cameroun. Et je crois que c'est un film que je recommande à tous les Camerounais, soucieux, n'est-ce pas, de connaître les actions qui ont été menées depuis jusqu'à ce jour par le chef de l'État. C'est un film qui est raconté, n'est-ce pas, par des élèves qui sont dans des classes de terminale, je crois. Et il est important, n'est-ce pas, au regard de l'actualité qui prévaut aujourd'hui, puisque certaines langues s'élèvent pour dire que le chef d'État n'a pratiquement rien fait depuis son ascension au pouvoir. Il est important à tous les Camerounais, n'est-ce pas, de se réapproprier ces films, à le faire, n'est-ce pas, de voir les réalisations sur le plan politique, économique, social et culturel du chef de l'État. Aux dernières nouvelles, le film serait du côté de l'Ouest du Cameroun. Tout à fait. Je pense ce week-end, samedi, ça va être projeté, n'est-ce pas, aux côtés de l'Ouest. Nous avons eu la semaine dernière la projection du côté du septentrion de l'extrême nord. Nous avons eu ici le samedi 3 du côté de la ville de Douala. Nous avons eu l'occasion d'assister, n'est-ce pas, à la projection de ces films que je recommande à tous les Camerounais de vraiment visionner. En tout cas, une qui était présente lors de cette projection et qui a son camarade de parti sur ce plateau, Albert Ribonguin du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir Albert. Bonsoir Jean-Marie Onambélé. Bonsoir à vos milliers de téléauditeurs. Plaisir renouvelé pour ma modeste personne et le Parti camerounais pour la réconciliation nationale que vous avez si cordialement convié à ce débat. Permettez-moi de rappeler à tous nos concitoyens l'échéance, mais ô combien importante, qui est celle de la clôture de l'inscription sur les listes électorales. Exactement. Nous sommes au dernier tournant et j'invite tous les Camerounais, les Camerounaises qui ne se sont pas encore inscrits à se mobiliser du côté des LECAM dans tous les postes. Je veux ici appeler les militants de Douala Premier et tous les citoyens qui souhaitent donner une nouvelle dynamique à notre pays à s'inscrire sur les listes électorales. Et LECAM sera dès demain du côté de Daïdo, au lieu d'Ibonantoné. Donc pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vraiment à partir de 9h, veuillez vous déplacer pour le lieu dit entrée école privée laïque de Bonantoné. Je veux, avec votre permission, faire un clin d'œil à un de vos fidèles téléspectateurs, Monsieur Bengue King Christian, qui est un fidèle téléspectateur de cette émission et de fois qui me fait le reproche de ne pas penser à lui au cours des débats qui ma foi, l'intéresse au plus haut point. Donc, bonsoir, Monsieur Christian, et à tous les militants du PCRN et à ceux qui nous suivent. Merci à vous, Monsieur King, de rester fidèle à la meilleure des télévisions et d'HTV. Avant donc de parler du vif du sujet, déjà aussi rappeler que nous attendons Christian Nizé, qui est analyste sportif, qui viendra tout à l'heure, lorsqu'on sera en train d'échanger autour de cette tension, cette nouvelle tension entre la Fédération camerounaise de football et son sélectionneur. Allons d'abord du côté de l'Est Cameroun, Moubarak Fondikou et parler effectivement de cette activité qui va donc connaître son apothéose demain. Pourquoi avoir l'idée d'organiser un truc autour de ce bonhomme, permettez-moi d'appeler ainsi, qui pourtant lui ne se fait pas trop voir? Mais ça dépend de ce qu'on met dans se faire voir ou ne pas se faire trop voir. En tout cas, nous, ce qu'on voit avec nos yeux, c'est qu'on ne le voit pas tout. Bon, mais c'est ce que je dis, que ça dépend de ce qu'on met dans cela. Nous avons vu que depuis 2021, avec la sortie au Sultanat des Rois Bamoun, il a commencé à être un personnage qui est davantage sur le champ social, pour ne pas dire le champ politique. Nous l'avons vu à Bankolo et nous l'avons vu dans beaucoup d'autres endroits, dans d'autres chefferies et dans beaucoup d'autres circonstances. On l'a même vu dans les cérémonies officielles. Bien évidemment, mais aussi à la diaspora. Donc, on a vu quand même qu'il y a des marqueurs qui démontrent que, loin de ne pas se faire voir comme vous semblez le dire, c'est un acteur qui est dans une forme de communication. Maintenant, il est, pour nous, pour les franquistes, il est le modèle politique. Il est le modèle d'homme, il est le modèle social que nous souhaitons célébrer. Et au Cameroun, le football est l'élément fédérateur qui transgresse les diversités, qui est en mesure
d'allier aussi bien la jeunesse que les personnes d'un deuxième âge, qui est à mesure d'outrepasser les ethnies, les religions et semble fédérer les Camerounais. Donc aujourd'hui, nous avons voulu célébrer le vivre ensemble dans la région de l'Est, qui est une région cosmopolite, qui est une région importante pour le Cameroun, autour du football, autour du concitoyen Franck-Emmanuel Biya, parce que nous pensons qu'à travers cela, on peut davantage construire une nation beaucoup plus unie, beaucoup plus forte et surtout se mettre dans une dynamique dynamique autour des futurs lions indomptables qu'on peut recruter dans ce championnat. Mais est-ce qu'il sera là, il sera présent lui-même? Bon, bien évidemment, tout cela dépend de son agenda. Ce n'est pas nous qui décidons de s'il vient à un événement ou s'il ne vient pas. Nous organisons le tournoi, nous célébrons avec le peuple de l'Est ce tournoi-là. Maintenant, la disponibilité ou alors la volonté de venir ou de ne pas venir le revient individuellement. Mais comment on a l'impression que vous êtes en train de forcer la main à ce bonhomme, je reprends encore mon mot, très bien nommé, avec le meilleur patronyme du Cameroun, qui est pourtant tout calme là dans son coin et qui ne demande qu'à vivre sa vie calmement? Bon, ben, s'il a un destin, disons, prodigieux, que les Camerounais le reconnaissent n'est pas une manière de forcer la main. C'est son destin qu'il appelle ainsi. C'est-à-dire qu'il semble pour nous être la figure qui semble faire consensus et qui incarne l'avenir. Du moins, un avenir meilleur, un avenir consensuel. Et le dire, le clamer, ce n'est pas forcer sa main, mais c'est d'appeler davantage à sa responsabilité. C'est ce que nous sommes en train de construire autour de sa personne. Nous ne le forçons pas, mais il semble être aujourd'hui la seule alternative sociopolitique crédible à même d'assurer, en cas de transition, un avenir meilleur pour tous les Camerounais. Alors, s'il porte ces caractéristiques-là, il n'est que normal que des personnes conscientes qui se soucient de l'avenir du pays, qui se soucient du présent, l'appellent et l'invitent à s'asseoir à la table qui devrait être le sien. C'est pour cette raison-là que nous menons les activités. Nous ne prenons pas forcément son consentement, nous ne prenons pas forcément ses moyens, nous les faisons avec les nôtres et nous pensons qu'il est la figure qui devrait incarner l'avenir du Cameroun. En tout cas, on l'a annoncé, les gens arrivés, Christian Nyizia qui ont dit bonsoir, Christian. Bonsoir, mon très cher, et merci pour cette invitation. Je vois que le panel est vraiment complet. Je vois des visages que je connais très bien dans cette maison. Je m'excuse pour ce petit retard qui est dû. On avait déjà annoncé que vous serez en retard. D'accord, merci. Et vivement que le débat commence, qu'on puisse échanger les On y est déjà à l'intérieur. Basile Togo, vous qui êtes du RDPC, comment on peut forcer la main pour venir à quelqu'un pour venir remplacer votre champion, Basile Togo? Écoutez, je pense que pour répondre à ce problème, à cette question, autant pour moi, il est important, n'est-ce pas, de situer le débat. Au sein du RDPC, les statuts sont clairs. Dans la disposition article 27, alinéa 3, le président national est le candidat légaliste du RDPC. À cet effet, donc... Vous avez esquivé le mot naturel. Non, naturel, c'est un mot qui n'a pas son sens, puisque cela repose, n'est-ce pas, dans un élément statutaire qui a été décidé, n'est-ce pas, par le Congrès. Donc, par conséquent, il est important de dire que le chef de l'État peut ne pas se présenter à une élection sur 3 formes. Hein. La première forme, c'est qu'il décide de ne pas se présenter. La deuxième forme, c'est que le Congrès change, n'est-ce pas, des statuts et décide, n'est-ce pas, que le président du parti ne soit plus le candidat investi par le parti. Le troisième, n'est-ce pas, c'est purement et simplement que le Conseil constitutionnel rejette sa candidature. C'est que je doute fort, puisque pour être candidat dans une élection présidentielle, il y a 2 formes. Il faut soit récolter 300 signatures à raison de 30 par région, soit alors avoir au moins un élu. Et sur ce point-là, le RDPC remplit toutes les conditionnalités puisque nous avons plusieurs élus. Par conséquent, je crois que la candidature de Franck-Emmanuel Biya est portée, n'est-ce pas, par une certaine catégorie de personnes qui estiment que il est celui qui est capable de remplir certaines fonctions, certaines hautes fonctions du pays. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'il y a gêne, puisque je voudrais dire que nous restons dans le cadre républicain.
nous, RDPC, nous sommes ouverts à toutes les candidatures. Nous irons aux élections, quel que soit celui qui sera présenté en face. S'il n'est pas le candidat qui a été investi par le RDPC, nous battrons, n'est-ce pas, campagne, afin que celui qui est présenté par le RDPC puisse l'être. Et, ma foi, moi, j'aurais souhaité, puisque c'est un militant du RDPC, j'aurais souhaité que s'il y a un candidat qui fait aussi autant peur à l'opposition camerounaise, il faut le dire, que ce soit lui. Parce qu'il ne s'est pas encore prononcé que des gens commencent déjà à prédire des mauvais sorts sur lui. Non, l'intéressé, Franck Emmanuel Biya, est un citoyen camerounais qui jouit, n'est-ce pas, de toutes ses facultés, qui a l'obligation, des obligations et des devoirs. Et aucun Camerounais ne doit, n'est-ce pas, l'interdire, n'est-ce pas, en ce qui concerne ses devoirs. Il est libre de se présenter à une élection. Il est libre, n'est-ce pas, d'être porté par un mouvement que j'apprécie, puisque en dehors du RDPC, le mouvement franquiste est vraiment implanté sur le territoire national et hors du territoire national. Donc il va sans dire que s'il y a quelqu'un qui peut véritablement incarner l'union, qui peut incarner la solidarité, la fraternité, c'est Franck Emmanuel Biya. Albert Ebonguin, vous qui êtes de l'opposition, voilà qu'il y a quand même quelques signaux qui sont de plus en plus clairs. On va entrer dans les spéculations, même comme ces spéculations-là sont de plus en plus aujourd'hui adoubées par ceux-là qui sont experts et observateurs avertis. Le chef de l'État avait dit qui, effectivement, va dire le moment venu, c'était devant Emmanuel Macron, s'il va aller au village ou s'il va rester. Et on se souvient quand même qu'il y a eu un gros huis clos du côté de Paris dernièrement. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui a filtré là à l'intérieur. Bon, certains quand même spéculaient déjà que peut-être c'était le bon moment pour donner la bonne fiche. Alors, on ne va pas dire à qui de gloire, puisque le Cameroun reste un pays libre. Bon, en fait, oui, il ne peut échapper à personne que lorsque deux chefs d'État se rencontrent dans le contexte qui est le nôtre, la question de l'alternance s'invite évidemment sur la table des échanges. Maintenant, je veux faire une virgule sur la situation de M. Franck Emmanuel Biya. Autant nous, au PCRN, nous exhortons la jeunesse, entre guillemets, à pouvoir s'investir dans le champ public et à prendre lui-même sa part dans ce qui est le destin du Cameroun. Autant il y a des candidatures qui embarrassent quand même. J'ai vu l'insistance des questions. L'intéressé ne s'est jamais lui-même prononcé et vous avez des personnes qui lui donnent des attitudes, qui analysent et qui estiment que voilà, donc et qui sont organisés et qui s'organisent et qui inscrivent son nom dans des activités sans avoir requis son propre avis. Pour nous, c'est un peu dommage de procéder ainsi. Je pense que le Cameroun est un pays sérieux. Et nous devons nous approprier des responsables sérieux qui ont notre quotidien. Donc, pour nous, c'est embarrassant cette manière de faire maintenant. Il faut que ceux qui nous suivent le comprennent. Le PCRN, par son candidat, l'honorable Cabral Libye, est prêt à affronter tous les candidats qui vont se présenter à nous et nous sommes sûrs de notre force parce que la dynamique qui a été menée depuis bientôt 7 ans porte ses fruits. Les Camerounais ont compris que nous devons changer, nous devons apporter du sang neuf, la grandeur du pays est en jeu et nous invitons tous les Camerounais à rester attentifs à l'avenir et à ne pas se laisser distraire par des actualités ou bien par des troubles. Je voulais chuter en redisant que lorsque vous avez votre père, votre papa qui est président de la République pendant 40 ans et que rien ne vous a interdit, je pense que ce candidat-là, entre guillemets, a eu tout le champ de pouvoir mettre en action des pensées, des activités, des projets qui pouvaient être évalués par les Camerounais pour qu'aujourd'hui, on n'en soit pas à épiloguer sur pourquoi il a bougé à gauche, pourquoi il a bougé à droite. Donc je pense qu'il faut que les uns et les autres soient simplement un peu plus sérieux et prennent le Cameroun comme étant une terre à développer et non un champ où on va expérimenter toutes sortes de gouvernance. Avant de revenir à Christian Yzé, Moubarak Fondikou, déjà peut-être je vais revenir à sa chute tout à l'heure, mais déjà le préalable,
Albert le dit, il y a ce championnat qui a été organisé du côté de l'Est. Il a eu l'avis favorable de Franck-Emmanuel Biya. Bien évidemment, lorsque des Camerounais organisent des tournois au nom du président de la République, au nom de, je ne sais pas, telle personnalité, on ne va pas forcément lui demander une autorisation. C'est des Camerounais, ce qui se passe sur le football. Maintenant, on peut labelliser le football autour d'un nom. Fût-il le nom de Franck Biya, j'ai l'impression que lorsqu'on le prononce, ça devient un interdit ou alors on est en train de, je sais pas, j'ai l'impression que les gens sont alités rien qu'à l'effet d'entendre la prononciation de ce nom. Bien évidemment, nous ne sommes pas en train de mobiliser son nom après son accord, mais il est pour nous la figure modèle. Il est le modèle qui nous permettrait d'arriver à un destin prodigieux pour les générations présentes et futures. Alors nous commençons à le célébrer autour du football qui semble fédérer tous les Camerounais. Lorsqu'on le fait, ce n'est pas comme si on était en train de se mettre à l'écart, parce qu'on mobilise tous les noms qu'on voudra. On va faire des tournois pour Cabral Libi, on va faire des tournois pour tous les opposants, pour toutes les personnalités, Samuel Eto'o et tout le reste, sans que forcément on ne questionne le fait d'avoir pris l'autorisation avant de mobiliser le nom de tel ou de tel. Pourquoi, quand est-ce que c'est avec Franck Biya, il y a des couacs? Il n'est plus camerounais, il n'a pas le droit d'être mobilisé. Non, mais c'est là où je vous relance, parce qu'Albert parlait effectivement de cet embarras dès que le fils de quelqu'un qui est quand même depuis 42 ans et en 2025, 44 ans, est là aux affaires, c'est là où ça devient un peu compliqué. On se pose la question, mais comment il n'y a pas d'autres personnes? Ces conditions de naissance ne doivent pas donner libre cours à sa discrimination. Mais elle a un très beau patronyme. Non, mais je veux dire que ces conditions de naissance moi ne aussi, devraient si pas j'avais donner... ce nom-là, est-ce que je serais ce que je suis, par Mon père, exemple? pour être ce qu'il est, n'avait pas ce nom. Il ne s'appelait pas Aïjo. Il s'est retrouvé là où il était. C'était quelqu'un, on connaît on connaît la genèse de la famille, d'où il vient. On sait ce qu'a été son père, le père du président. On sait ce qu'a été sa maman. Donc, ce n'est pas parce qu'il porte le patronyme qu'il se trouve là où il se trouve aujourd'hui. Le président lui-même, il est venu dans un contexte où il y avait des cadors. Il y avait des grandes familles à l'époque. Les familles Njoya, Douala Mangabel, Sopo Priso et toutes ces grandes familles-là qui tenaient le Cameroun. Mais parce que le destin avait voulu que c'est lui qui soit à cette place-là, il a été. Donc, ce n'est pas parce qu'on porte aujourd'hui ce nom. Les enfants d'Aïjo qui ont porté ce nom-là n'avaient pas cette destinée, ils ne l'ont pas été. Aujourd'hui, si le contexte camerounais, si même les dynamiques politiques en Afrique et même dans le monde en général veulent qu'aujourd'hui qu'il y ait ces mécanismes-là qui permettent de stabiliser le pouvoir sur le long terme, donc si ce contexte-là fiait à ce que M. Franck Biya soit dans l'hypothèse d'une alternance au Cameroun, c'est lui-là qui peut incarner le consensus, bon, il ne faudrait pas qu'on soit en train de s'offusquer. Ce n'est ni nouveau, ce n'est ni étrange, et nous avons pour nous pensé que c'est la meilleure chose qui puisse arriver au Cameroun en cas d'alternance. Christian Nizet, voilà donc un enfant très bien né avec un très beau patronyme, Franck-Emmanuel Biya, qui se retrouve parfois dans des réunions stratégiques où on se pose la question, qu'est-ce qu'il fait réellement? On a vu évidemment lors de la visite du président Emmanuel Macron, certaines personnes qui ont même apparemment déchiffré plus la fiche de Franck Biya que du président Paul Biya lors de cette visite. On nous parle aussi, hein, là c'est toujours dans les chaumières de cette fameuse rencontre avec le numéro 1 de la France. Est-ce que de manière subliminale, ce bien nommé est en train de construire sa voie vers Etoudi? Je ne pense pas. Franck Biya est d'abord fils du président. Fils de Paul Biya, qui est chef de l'État au Cameroun. Donc il n'est que normal qu'en tant que fils du président, qui puisse avoir ce privilège de se retrouver de temps en temps, on ne va pas se retrouver. Même dans les huis clos? Bon, peut-être c'est vous qui appelez ça huis clos. Moi, je l'ai vu, par exemple, au cours de 2 cérémonies aussi stratégiques importantes. L'arrivée de Macron, à Nice, en France, l'autre jour, quand le président est arrivé. Moi, je pense que le débat, on en fait un peu trop autour de cette personne, autour de la personne de Franck Biya. Le débat est beaucoup plus concentré sur la personne même qui, pour lui, n'a aucune seconde, n'a aucune lutte par rapport à tout ce qui est dit par rapport à sa personne. Puisque le personnage dont on parle n'a aucune fonction étatique, il n'est même pas, je sais pas moi, SP, secrétaire particulier d'un membre du gouvernement, il n'est même pas chef de service. Donc les gens sont là, ils font des calculs sur un fils à papa, qui est, d'après ce que je connais, un jeune opérateur économique, on va appeler ça quoi, un jeune lobbyiste,
Hein, c'est un jeune entrepreneur qui fait dans le lobbying pour le Cameroun. J'ai vu quelque part dans un journal de la place où il était en pleine négoce par rapport à une importante somme, un important crédit qu'on devrait mettre à la disposition du Cameroun. Moi, je pense qu'il faut c'est un lobbyiste. Je peux l'appeler un lobbyiste, je peux l'appeler, n'est-ce pas, un homme de relations publiques, n'est-ce pas, qui se bat à sa façon, n'est-ce pas, pour consolider les acquis. Donc pour vous tous, c'est du vent. Voilà. C'est du vent parce qu'il n'est pas un homme politique à la base. Alors, mais non. On nous dit qu'il est militant, mais lui, il a pris sa carte à Bordeaux. Non. Cette fois-là, c'était la carte de membre d'honneur. Apparemment, oui, il est militant du parti. Bon, je sais que la qualité de militant se décrète par une carte du parti. On n'est pas militant au vent, on n'est pas militant de façon superficielle. Attendez un peu que pour élaguer la question. Basile Toro, vous qui êtes du RDPC, c'est un camarade à vous? Oui, Franck Biya était un camarade puisqu'il a été encarté. Il a pris, je pense qu'il a fait un discours lorsqu'il a été désigné membre d'honneur de la section de Nice le 6 novembre 2023, où il a demandé à tous ceux qui ont des aspirations pour le voir au sommet de l'État, il a demandé de s'aligner derrière le sillage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on ne peut pas parler de franquisme si vous ne soutenez pas le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Donc pour l'instant, les franquistes sont obligés de soutenir d'abord Paul Biya. Selon les déclarations qu'il a faites, il a demandé à tous ceux qui ont des aspirations à le voir au sommet de l'État de s'aligner derrière le sillage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Tant qu'on lui passe il va de soi. Tant qu'on lui passe, c'est un peu trop dit. Moi, je suis un républicain, je suis un légaliste. La Constitution qui va déterminer ceux qui sont potentiellement candidats à l'élection présidentielle. Il ne faut pas faire les émotions en politique. C'était une parenthèse. Il ne faut pas dire que parce qu'on est fils de pasteur, on ne peut pas évangéliser. Parce qu'on est fils de cordonnier, on ne peut pas réparer les chaussures. Les gens qui le pensent vraiment, ça veut dire qu'ils mettent de côté la loi. Ce qui nous relie et ce qui nous régule, c'est la loi. Si la loi dit qu'il est possible que Franck Emmanuel Biya se présente à une élection, je ne vois pas qui va s'opposer, puisque la loi est là pour tout le monde. Christian, je vous ai coupé, sauf si vous voulez que je donne la parole. Non, je vais continuer. Donc, Franck Biya, on ne peut pas être en même temps franquiste et en même temps militant. Je veux dire que... Mais c'est Franck Biya lui-même qui leur a demandé, c'est ce qu'ils disent. Non, je ne pense pas. Tous ceux qui supportent d'abord le père en attendant. Je n'irai pas en contradiction avec mon frère Basile Togo, justement. Le communicant a bien précisé que Franck Biya est militant du RDPC. Mais non, le mouvement franquiste n'est qu'un mouvement qui n'a rien à voir avec des aspirations politiques. Peut être militant ou bien peut être candidat. Non, je comprends bien. C'est un mouvement qui est lié au culte de la personne. Il faut l'appeler ainsi. C'est une association qui est liée au culte de la personne de Franck Biya. Or, ici, on a un parti qui est structuré, qui est au pouvoir. Et c'est le distinguo qu'il faille faire. Maintenant, Franck Biya peut être candidat à l'élection présidentielle sous la bannière du parti au pouvoir, si le congrès a lieu, et qu'effectivement on le choisit. Très bien, ça c'est la bonne démarche. Allez, merci. Albert, peut-être avant de finir avec Moubarak. Juste pour ajouter que personne n'est indisposé à parler de Franck Biya. Ce n'est pas un sujet tabou. Il ne faut pas que... La preuve, nous sommes ici, nous en parlons. Mais il y a quand même un inconfort qui vient de ce que l'on veuille plébisciter quelqu'un qui ne s'est jamais prononcé sur la politique économique du pays, la politique sociale, la politique sanitaire, l'éducation, le sport, rien du tout. Et que l'on pense qu'il puisse avoir un destin présidentiel, pour nous, c'est ça qui crée l'inconfort. Nous pensons que les gens, les uns et les autres, doivent être sérieux, mettre sur la table des projets de société auxquels les Camerounais vont pouvoir se reconnaître afin de souscrire. Moi, personnellement, je suis contre la trajectoire ou bien le souhait dynastique que l'on souhaite imposer au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a été là par 42 ans et que l'on veut vous faire passer l'idée comme quoi son fils peut prendre le relais et que comme il a droit comme tout le monde. Je pense que ce n'est pas mauvais. Nous ne lui interdisons pas cela. Moi, personnellement, j'attends justement de voir sur la table
la proposition de ce monsieur pour le Cameroun. Parce qu'il faudrait que le débat soit un débat d'idées et non un débat de personnes, de culte de personnalité. Et je veux, pour chuter, pour dire à mon frère que à entendre M. Fondikoul, il ne s'agit pas d'une simple valorisation. On pense que Franck Biya a le pédigré, il pense qu'il a l'ambition de prendre la relève de son père. Et c'est ce petit jeu-là qui est un peu malsain, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un que les autres soutiennent en disant que c'est toi qui es la trajectoire, et vous avez le quelqu'un là qui vous dit que non, la bonne trajectoire, c'est l'autre. Donc, il ne vous empêche pas de dire que c'est lui qui doit porter le destin du Cameroun à l'avenir, mais c'est ce jeu-là, le Cameroun, on donne l'impression que le Cameroun est un game, là où chacun va pouvoir venir mettre en place une idée, un petit jeu là malsain, de jeu, de contre-mots, mais nous restons sereins, nous appelons simplement les Camerounais à se pencher sur les projets de société. Nous, au PCRN, on en a un, et on en a un autre qui a été enrichi récemment par un nouvel ouvrage que vous connaissez. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Et surtout que nous aurons l'occasion, le temps de la campagne, de vous laisser dérouler le projet de société. Fondikoul, pour sortir du sujet, je vous ai vu tout à l'heure, vous voulez réagir à tous les coups. J'ai envie de dire aux co-panélistes qu'il faut essayer d'étudier les dynamiques de communication politique. Parce que lorsqu'on a étudié cette dynamique de communication politique-là, on comprendra qu'il y a des discours prononcés et beaucoup de non-dits, qui généralement se manifestent à travers des symboles, des métaphores et d'autres types de communication qui ne sont pas forcément expressives. Lisez le livre de Hugues-François Magmodom, je crois, sur les silences du chef de l'État, qui décrit en quelque forme les mécanismes de communication non verbale et qui constitue une manière d'exprimer le pouvoir ou alors l'action politique. Je pense que le concitoyen Franck-Emmanuel Biya semble davantage inscrit dans cette dynamique métaphorique, symbolique de communication qui ne se prononce pas, mais qui passe des messages à qui est en mesure de l'entendre. Maintenant, pour rentrer sur le mouvement, j'ai compris quelque chose d'assez grave. Bon, je ne voudrais pas répondre avec le même ton, mais j'ai envie de dire que le mouvement des franquistes est né, c'est un mouvement politique qui travaille essentiellement dans le champ politique et qui a principalement pour ambition de contribuer à une transition pacifique au Cameroun. Parce que l'hypothèse de la transition est certaine. Le chef de l'État l'a lui-même évoqué quand il disait que, bon, on verra en 2025 si après 3 ans ou 4 ans, il va rentrer au village ou alors s'il va continuer. Mais le professeur, je pense, Aristide Ménigue disait il y a un effet d'article où il disait que l'arrivée du concitoyen Paul Biya au pouvoir est consubstantielle à son départ. Donc, la transition dans tous les ordres politiques, ce sont des choses qui sont réelles. Maintenant, on a vu quand même qu'en Afrique, depuis un certain nombre de temps, on a raté beaucoup de transitions. En Côte d'Ivoire, après le départ du président Houphouët, on a vu qu'il y a une succession d'événements qui tend à être stabilisés presque 30 ans après. On voit ces mêmes événements-là au Mali. On a vu en RCA, on a vu au Tchad que les transitions politiques en Afrique constituent des vrais rouleaux d'étranglement, des espaces de cristallisation des tensions qui, lorsqu'elles ne sont pas bien gérées, peuvent entraîner le pays dans une instabilité prolongée. Les franquistes se sont dit avant-gardistes et ont commencé à penser ce qui pouvait constituer la guidance pour un avenir prospère et stable pour le Cameroun. C'est sur cette base-là que nous avons scruté beaucoup de figures. Nous avons scruté beaucoup de figures d'acteurs politiques, de leaders, et au regard des dynamiques du champ politique camerounais, au regard des différents acteurs qui sont en mouvance, le concitoyen Franck-Emmanuel Biya s'est révélé à nous comme étant la personne qui peut faire consensus. Je suis vraiment, je m'appesantis sur le concept de consensus parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui la structuration politique du Cameroun, qui est faite même par le chef de l'État au sein du pouvoir, et même à l'extérieur du pouvoir, on a l'impression que le chef de l'État organise le pays autour d'un consensus disons, sociologique et même ethnologique qui font que tout le monde se retrouve dans le maillage. Il est la figure qui semble pouvoir incarner cette continuité-là. Mais est-ce que ce n'est pas des menaces à peine voilées que vous êtes en train de faire là, Moubarak Fondikoul? Non. Je reviens vers vous. Oui. Ce n'est pas des menaces à peine voilées. Vous voulez nous faire croire que si Franck Biya n'est pas là, tout va se gâter? Non.
nous n'avons pas dit cela. C'est vous qui êtes en train de peindre tout en noir. Ah non, mais il faut aussi que parfois ceux qui nous suivent là, être en mesure de à la maison, qu'on essaie quand même d'entrer il faut être en mesure de donner aux Camerounais ce qu'ils ont de mieux. Ce n'est pas parce qu'il est le fils du chef de l'État qu'on ne le prendrait pas s'il est le mieux proposant au Cameroun. Ça ne veut pas dire que les autres ne proposent pas. On peut avoir une classe où il y a des gens qui ont 17, 15, 16, mais un qui a 19. Alors, si celui qui a 19, parce qu'il est le fils du chef de l'État, on estime que, bon, comme il a 19, on ne peut pas l'utiliser, c'est qu'on est en train de donner ce qui est le moins meilleur. Alors, il faut donner le meilleur choix au Camerounais. Nous pensons que, même en raison de ce qu'il est le fils du chef de l'État, ça constitue davantage des éléments à mettre à sa décharge positivement, dans un sens amélioratif, pour qu'il soit la personne qui puisse conduire pour les générations présentes et futures. Et surtout qu'en Afrique, on a quelques exemples. Puis je vais encore le dire, il faudrait aussi qu'on évite une amalgame. On n'est pas dans une dynamique concurrentielle avec nos aînés politiques. Il faut bien qu'on le sache. Avant même le discours du 6 novembre 2023, les franquistes ont toujours soutenu le président de la République, les autorités qui incarnent les institutions républicaines. Nous avions été, et c'est même pour cette raison-là que le mouvement s'est beaucoup plus développé dans la diaspora, parce qu'à un certain moment, les institutions républicaines au Cameroun, dans la diaspora, étaient en proie à des dynamiques insurrectionnelles, un certain nombre d'acteurs dont je ne souhaite pas citer. Et le mouvement s'est construit dans un contexte de riposte, ou alors de réponse, mais alors de réponse civilisée, de réponse pacifiée, à ces acteurs-là qui pensaient qu'en vilipendant le Cameroun sur la scène internationale, ils faisaient bonne image du Cameroun. Donc, le mouvement respecte les institutions et soutient la politique en place. Si le chef de l'État, dans son équation, décidait de revenir en 2025, il gagnerait également notre soutien comme nous l'avons fait dans les années précédentes, aussi bien en 2018 qu'en 2011. Mais si il décide, dans l'autre hypothèse qu'il a lui-même affirmée, de se retirer... Et d'aller au village. C'est une hypothèse. S'il a décidé cela, nous pensons que ce qui serait bien pour le Cameroun d'aujourd'hui et de demain, c'est M. Franck-Emmanuel Biya. Allez, on a très bien suivi. Bon, on espère qu'on va suivre. Hein, si demain, il sera du côté de Berthois. Pour aussi à Berthois, c'est où exactement ce tournoi? La finale a lieu à Berthois. Je pense qu'on appelle c'est le stade de la police, stade du 9 mai. Le stade du 9 mai, exactement. Le stade du 9 mai. OK. Allez, on va suivre ce côté-là. Et on verra si bel et bien l'homme qui a le plus beau nom du Cameroun, en tant que fils, sera de ce côté-là. Allons donc parler d'un autre qui a lui aussi un très beau nom, mais lui s'est construit, enfant d'Envorada, venu à Nobel, après passant par commandant. Aujourd'hui, il est une icône, un visage qui doit faire peur dans notre pays. Et Samuel Eto'o-Fils, il s'agit de lui qui a été donc tiré, dont on a tiré à boulet rouge, tirs qui ont été donc donnés par Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur de notre pays. Après donc la lecture, Albert Bonguet, je préfère commencer par vous, de cette sortie de Marc Brice. Vous vous êtes dit quoi? Il est en train de contre-attaquer parce qu'on l'a trop attaqué. De là, maintenant, là, il veut seulement gâter les choses, comme on dit souvent trivialement au quartier. Ou alors, à un moment là, il est en train de nous démontrer ce que sera la vie avec la fédération dans les prochains jours. Je crois qu'il reste égal à lui-même dans son approche ou dans son comportement un peu professionnel. Parce que depuis la venue de ce monsieur, personnellement, je ne lui trouve pas la rigueur d'un entraîneur de haut niveau. Premièrement, vous avez quelqu'un qui vous dit, lorsqu'il est sollicité pour occuper un poste de sélectionneur, qui vous dit « je viens le 12 ». Et le 7, vous l'avez nuitamment, qui arrive pour quelle raison, qu'est-ce qui aurait changé dans son programme, quelle est l'urgence, on ne sait pas. Et puis son fonctionnement avec ceux qui l'ont choisi montre que sa personnalité est à mettre en question. Parce que pour une réunion à la FECAFOOT, il doit être, je ne sais pas, accompagné d'un conseiller technique qui lui dit « lève-toi, assois-toi, on s'en va, on monte, on descend ». Et on ne comprend rien à ce monsieur-là. Il est rentré dans une guerre. Je ne sais pas s'il est venu entraîner. Mais moi, je crois qu'il n'est pas venu entraîner. Parce que sa dernière sortie montre à suffisance que son problème n'est pas l'équipe nationale du Cameroun. Son problème, c'est de jeter de l'huile sur le feu.
Parce que, voyez-vous, on est à quelques 2 semaines. 2 semaines exactement. Ça sera le 7 septembre. D'une échéance d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc 2025. La Coupe d'Afrique. Et que ce soit le sélectionneur lui-même. Je ne sais pas si le contexte demandait à ce qu'il vienne mettre sur la table ses conflits ou ses préférences pour tel ou pour tel. Sa sortie est totalement inopportune, pas professionnelle du tout. Et moi, j'ai une seule chose à demander à ceux qui l'ont amené, c'est de le faire repartir. Parce que il salit la République. Il donne l'impression que nous sommes dans une République bananière où le sélectionneur peut venir remettre en cause les choix du chef de l'État. Parce qu'au-delà de tirer sur Samuel Eto'o, il s'est donné le luxe de venir critiquer le choix ou bien les actions de l'ancien sélectionneur Rigobert Song Bana. Il a traité de girouette, je ne sais pas quoi vous voulez. Qui l'a traité de girouette, disant ainsi que le chef de l'État, le président de la République, qui a lui-même choisi Rigobert Song Bana, a choisi une girouette comme sélectionneur national. C'est vrai qu'il n'a pas évoqué le chef de l'État dans ça. Mais quand on critique ouvertement un choix, mais c'est-à-dire où rien ne vous amène à porter un jugement de valeur sur cette personne, il faut se rendre à l'évidence que ce monsieur n'est pas là pour entraîner l'équipe nationale. C'est peut-être le faire valoir un souffre-douleur qu'on va exhiber, un épouvantail qu'on va exhiber chaque fois qu'on veut troubler l'ordre qui semble s'être installé. Donc, personnellement, je trouve qu'il a porté atteinte à l'image du Cameroun. Il a donné l'impression que nous ne pouvons pas ou ne devons pas contrôler ses sorties. Il me souvient que les standards pour les entraîneurs de haut niveau, lorsqu'ils doivent donner une interview, ils doivent avoir autorisation parfois de leur hiérarchie. Je ne sais pas s'il a eu cette autorisation ou tout au moins le protocole de l'interview qui va être déroulé. Mais j'ai simplement vu qu'il a traité nos icônes, Rigobert Song Bana, Samuel Eto'o fils, de personnes qui ne savent pas ce qu'elles ont à faire. Et pour moi, personnellement, je trouve que c'est une faute lourde qui mérite à ce qu'on le renvoie rapidement dans ses oubliettes. C'est vrai aussi en même temps, il faut bien noter ces règles-là. Maintenant, il faut aller savoir est-ce que l'autre hiérarchie, entre guillemets, qui paraît être la vraie, lui a donné cette permission-là. Il faudrait bien aller demander de ce côté-là. Basile Eto'o, moi, dans cette affaire, quand même, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'un coup rendu peut être un coup méchant? Parce qu'on a l'impression, depuis que Marc Brice, il était dans une posture où il a envie de se dire, là, je reçois les coups de pluie, pourquoi les policiers ont donné? Écoutez, Onambele, moi, je suis totalement gêné et peiné de voir que notre football a été ramené sur les débats de personnes. Vraiment, je suis très, très embêté de le savoir. Il faut dire que depuis l'avènement de cette histoire entre le MINSEP et la FECAFOOT, les gens ont essayé, n'est-ce pas, par des subterfuges, n'est-ce pas, de ramener dans un conflit entre le ministre Moelle Kombi et Samuel Eto'o. Et pour ma foi, ça a cristallisé, n'est-ce pas, les ardeurs de certaines personnes. Et puis, le véritable élément qui est la réconciliation, qui est, n'est-ce pas, le lion indomptable, qui est la discipline autour de la tanière, a été oublié pour des faits qui n'honorent pas notre football. Et Marc Brice n'est pas le seul à avoir tenu des propos assez difficiles. Certes, il faut ne pas autoriser, ou bien il faut ne pas donner un chèque à blanc pour tenir de tels propos, mais il faut aussi comprendre que de l'autre côté, il y a eu des propos qui ont été tenus, qui sont extrêmement durs. On a suivi des propos comme Nibo, comme la brocante belge. Donc ce sont des choses quand même qu'il faut condamner et qui ne participent pas à faire grandir l'équipe nationale. Mais au contraire, moi j'ai vu Marc Brice tenir une équipe, ramener de la vie dans une équipe nationale, ramener de la discipline dans une équipe nationale, et les résultats qui ont porté, n'est-ce pas, lors de nos 2 rencontres ont démontré à suffisance que l'équipe nationale
a repris de l'ardeur. C'est ça que moi je voudrais encourager. Le président de la CAF, Motsepe, lors des obsèques d'Issa Hayatou, lui me l'a dit. Il a dit que le président Samuel Eto'o devrait travailler en étroite collaboration avec seulement qu'après quelques jours, voilà donc la sortie de Marc Brice avec le ministre des Sports. Ça va aussi de soi que le ministre des Sports devait travailler en étroite collaboration avec la FECAFOOT. Parce que ces deux entités-là concourent, n'est-ce pas, à l'édification du sport camerounais. Moi, je ne voudrais plus entrer dans des guerres qui ne nous rapportent aucune utilité, qui ne fait que attiser la haine et qui, ma foi, traîner l'équipe nationale dans la gadoue. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'équipe nationale a un match capital à jouer, je pense, le 7. Le 7, exactement, contre la Namibie. Préparons ce match avec toute la sérénité qui soit. Moi, j'appelle à tous les acteurs du football camerounais à s'asseoir sur une table parce qu'au finish, tout ce monde-là, on trouvera, n'est-ce pas, une solution concertée pour que notre équipe puisse se qualifier au mondial. Moubarak Foundikou, est-ce que vous êtes senti insulté comme Albin et Bonga le disait tout à l'heure par Marc Brice? Bon, on peut fustiger le ton, la qualité, les mots choisis et même le lieu, le média aussi, tous les éléments, beaucoup d'éléments de langage qui ont été mobilisés par Marc Brice pour faire sa communication. Bon, c'est pas utile dans un contexte qui est le nôtre. On sort d'un orage lors de nos dernières sorties et on se retrouve aujourd'hui en train d'aller vers un nouvel orage. Mais j'ai l'impression que cela confirme tout simplement l'environnement préexistant. Je suis un peu surpris et presque embêté même de voir qu'aujourd'hui, des gens s'offusquent de penser ou alors d'affirmer que Marc Brice a osé critiquer les choix du chef de l'État à travers la nomination de fonds qu'il a peut-être porté atteinte à l'image du Cameroun. Mais je vais vous rappeler qu'il y a des gens qui ont quasiment botté en touche les instructions, c'est-à-dire qu'ils l'ont botté ouvertement. Ils n'ont pas cherché des voies communicationnelles plus ou moins voilées pour dire qu'ils ne respectaient pas les autres instructions. Et après même, il y a eu un communiqué qui a dit que nous ne respecterons que les instructions conformes à la loi. Bon, ces personnes qui ont dit ça, est-ce qu'elles ont qualité de connaître de la légalité d'une instruction présidentielle? Donc, vous voulez quand dire un acte administratif est critiqué... Elles aussi, elles ont insulté le chef de l'État par la même occasion. Bien évidemment, il faudrait que les gens... Quand on mobilise des choses, il faut se voir soi-même. Il y a des gens qui ont dit que nous ne respectons... C'est un communiqué de l'Afrique, du secrétaire général, qui a dit que nous ne respecterons que les instructions conformes à la loi. Alors, est-ce que c'est au secrétariat de l'Africafoot qu'on dit de la conformité d'un acte administratif? Le tribunal administratif est compétent pour dire de ces choses. C'est qu'on est dans un contexte où on veut faire installer l'anarchie, où on veut dépolitiser, sortir le football du cadre sportif pour l'amener dans le terrain politique, qu'on commence à mobiliser ce type d'attitude. Donc je suis un peu outré de voir que on a pu aujourd'hui vraiment tirer sur Marc Brice en disant que oui, il n'est pas en train de respecter le chef de l'État, sans au préalable voir qu'il y a des Camerounais qui se sont fait champions même de l'irrévérence vis-à-vis du chef de l'État. Et même de ses collaborateurs. Il y a quand même le Grand Neuf lui-même, que nous aimons beaucoup, qui est allé... Que nous adulons même. Que nous adulons. Moi, j'ai cessé de supporter Barcelone depuis qu'il en est parti. Mais il est allé sur France 24. D'abord, le choix des médias, c'est important pour moi qui suis internationaliste. Je suis chercheur en relations internationales. Lorsque tu as choisi France 24, ça dit de la nature du message et même de la portée que tu veux donner à ce message-là. Maintenant, il est allé sur France 24. Il a laissé entendre qu'il ne prendrait ses instructions que de la présidente de la République. La tutelle ministérielle semble pas très importante. Il y a un reportage qui a essayé de rappeler cela. Mais est-ce que vous vous imaginez où est-ce qu'on se trouverait si tous les sous-préfets, tous les préfets disent qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont nommés par le chef de l'État, ils ne tiennent plus compte de la tutelle ministérielle du MINAT et qu'ils prennent les instructions directement à la présidence. Si tous les DG, c'est-à-dire le DG du PAD, le DG du PAC, du FECOM, tous les DG disent qu'aujourd'hui, bon, on ne tient plus compte de la tutelle ministérielle, on traite directement avec la présidence, on crée une atmosphère d'anarchie. Mais là encore, la présidence a apporté des éléments matériels de son action. La présidence a émis une haute instruction. Et on a contesté, on est allé jusqu'à entrer en bras de fer avec l'instruction venant de la présidence de la République. Au point où
on a refusé d'accréditer des entraîneurs. On a refusé d'accréditer des membres de l'encadrement technique, des médecins, des communicateurs qui bénéficient d'une haute instruction présidentielle, qui ont le sceau du chef de l'État. On s'est frontalement opposé au chef de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, on ira encore à France 24 dire que on ne prend même plus les instructions du chef de l'État ou alors de la présidente de la République, mais maintenant on prend ces instructions-là du peuple camerounais qui est détenteur du pouvoir parce que constitutionnellement, le pouvoir est détenu par le peuple. Donc, lorsqu'on parvient à défier l'instruction présidentielle, le second palier serait de dire que à partir de demain, on va traiter avec le peuple qui est le véritable détenteur du pouvoir. Le peuple, c'est qui donc finalement? On est donc là en train de nous construire petit à petit dans les dynamiques de politisation du football, mais à peine voilé, et on veut nous faire entrer vers l'anarchie, vers des dynamiques insurrectionnelles qui mettront le pays à cendre et feu. Je voudrais que mon panéliste de droite, quand il fustige Marc Brice, qui fustige également le comportement des concitoyens qui sont allés au-delà de ce que Marc Brice a fait. Je ne dis pas que Marc Brice a bien fait, mais les autres sont allés un peu plus qu'au-delà, et ils sont même camerounais, et en raison de leur camerounité, ils ont l'exigence de réserve beaucoup plus grande. Marc Brice, lui, il est belge. Si ça se brûle au Cameroun, bon, il peut rentrer chez lui. Il a même la couverture diplomatique belge. Exactement. Donc, il n'aura pas de problème. On se souvient que lors de la dernière réunion, il est d'abord allé voir son ambassadeur avant, effectivement. Mais ce n'est même que normal. D'aller à la réunion. Lorsque tu arrives dans un pays, la première des choses à faire, c'est d'aller vers ton ambassade parce que c'est elle qui te protège. Donc, Marc Brice n'est que dans... C'est-à-dire que si ça se brûle même, il n'a pas de problème. Voilà. Allez, Christian Nizé, est-ce qu'il fallait effectivement avoir cette réaction, je voulais même dire sauvage, de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, même s'il aurait reçu des coups ça et là? Mais ce qu'il faut dire, c'est que la réaction de Marc Brice n'est pas sauvage. Vous êtes sérieux là, Christian? Mais je suis vraiment sérieux, elle n'est pas sauvage. Vous avez vu les éléments de langage là, tout ce qu'il a utilisé comme mot? Non. Moi, j'ai lu l'entretien. Ça me ferait plaisir qu'on insulte quelqu'un, Girouette? Non. Mais pourquoi est-ce que dans un entretien comme celui-là, vous prenez seulement les parties qui vous intéressent? C'est ce qu'il a dit. Non, parce que Girouette, n'est-ce pas, il cite Koulou. C'est Koulou qui nous informe. Koulou. Voilà, qui nous informe qu'il y avait des séances où le footballeur à la retraite, président de l'Africa Foot, n'est-ce pas, participait. C'est pas une affaire de Marc Brice. Marc Brice relate juste les faits. Elle dit que les faits, n'est-ce pas... Non, c'est les faits. Donc, il a cité Georges Kevin Kodo. Ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas là-bas. Oui, mais attendez, c'est les faits. L'histoire était dessus. L'histoire est là. Mais l'histoire nous dit que... L'histoire nous dit que par un témoin... Ah, ben c'est mon temps de parole. Ton temps de parole. Merci, vous allez réagir. Si tu peux le voir, quand je prends la parole, il n'a pas réagi. C'est quand c'est moi qui parle, ça me pose un problème. Allez-y, Christian, on vous écoute. Donc, Marc Brice a dit, toi... Bon, je n'ai pas prononcé le nom. Mais est-ce que c'est aussi un peu du combo? Ça, on m'a dit que... Non, il a dit non. Non, ce qu'il va faire... Parce qu'il a cité le nom de quelqu'un, lui-même n'était pas là. Non, il faut d'abord se rassurer sur l'authenticité de cette interview. Non, elle est authentique. Là, on n'en peut plus. Donc, il a été fait par Tigelman, qui est en même temps aussi correspondant du journal Équipe du côté de la Belgique. Donc, très bien. Si elle est authentique, en réalité, je ne vois pas ce que Marc Brice a dit de mauvais. Il a dit, et toi, réussi en tant que joueur. Mais pas visiblement en tant qu'entraîneur, manager et président de l'Africa Foot. C'est ce qu'il a dit. Et je pense que ce qu'il a dit résume un peu ce que vous et moi nous pensons, n'est-ce pas, de notre président de l'Africa Foot, avec tout ce qui a confié à ce en ce moment là-bas. Hein, le limogeage du coach, le contrat, pour avoir rempli le contrat avec l'équipementier. C'est pas l'équipementier actuel. One Sport, voilà. Le contrat brésilien. Voilà, et on nous a fait croire. Il y a également aussi une créance importante au niveau de l'État du Cameroun qui détient. Je pense que Marc Brice, en tant qu'entraîneur, a juste relaté ce que vous et moi nous connaissons de notre président de la Fédération camerounaise de football. Ça ne devrait pas faire l'objet d'une discussion ou bien... Mais est-ce qu'un entraîneur peut s'exprimer sans sa tutelle, Christian Nizé? Très bien. Est-ce qu'un entraîneur peut aller faire ce genre d'interview sans avoir la permission au préalable
de sa tutelle. Maintenant, on peut quand même se dire que peut-être que s'il avait le point avec la FECAFOOT, au moins le ministère devait aller se renseigner s'il faut qu'il sorte ces mots qui aujourd'hui, il faut le dire, et en vérité, choquent quand même les Camerounais. Mais je ne veux pas aller dans votre sens. Je vais plutôt... Bon, c'est vous qui me posez la question ici. Qu'est-ce qu'il y a de mal quand un Camerounais refuse de prendre un drapeau pour une compétition aussi importante? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais et de mal quand un Camerounais, n'est-ce pas, complote pour débarquer son compatriote de la CAF? Est-ce que vous comprenez un peu? Non. Non, je répète. Vous estimez que ce que Marc Brice a dit est grave. Je dis bien, qu'est-ce qu'on dit dans un compatriote qui refuse de prendre le drapeau de son pays pour un événement important? On ne voit pas le rapport. Vous voyez pas le rapport? Attendez un peu qu'il chute. Allez-y, allez-y un peu. Vous voyez pas le rapport? Non, on voit pas. Vous voyez pas le rapport? Non. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez d'un Camerounais, n'est-ce pas, qui complote pour faire débarquer, n'est-ce pas, son frère, c'est-à-dire que son compatriote d'une institution importante, d'une instance de football? Moi, je pense que c'est ce genre de problématique, c'est-à-dire que c'est ce genre de choses qui les intéressent. Mabrice est peut-être allé au-delà, mais je pense que... Donc vous acceptez quand même qu'il est allé au-delà? Est peut-être allé au-delà. Ah, peut-être. Pour une certaine considération. Ok, il est d'accord. peut-être Au allé moins au-delà. là, on est d'accord Mais non, il est... Non, que les propos ne sont pas acceptables. Non, je dis, il est peut-être allé au-delà. Peut-être. Je pèse bien mes mots sur Dembélé. Mais je ne pense pas que l'acte qui est posé soit moins... Ou innovant, ou alors une innovation. Non, je ne pense pas que l'acte qui est posé, n'est-ce pas, est, comme dit les gars du quartier, serait plus compliqué que celui, n'est-ce pas, de refuser de prendre le drapeau de son pays pour une compétition importante, ou de débarquer, n'est-ce pas, son frère ou son compatriote à la tête d'une institution fertile comme la CAF. Ça, je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Et je ne le dirai pas ici, je ne me permettrai pas de dire ici là que Mabrice a eu peut-être l'accord de sa hiérarchie. Mais ce que je vais dire, c'est que Mabrice est venu au Cameroun avec l'accord de l'État du Cameroun. Le contrat est signé entre l'État du Cameroun et Mabrice. Et le ministère. Très bien. Maintenant, avec ce qu'il a eu pendant son séjour, pendant les quelques temps qu'il a passé, il a constaté que l'organe technique avec lequel il devait travailler n'est pas d'accord. En tout cas, est cet organe qui voudrait, n'est-ce pas, le renforcer, est cet organe qui voudrait, n'est-ce pas, le mettre mal à l'aise. Et il a constaté que sur le plan de la collaboration, n'est-ce pas, il n'y a pas une collaboration certaine entre les deux parties. Et tire donc les leçons de son séjour au Cameroun et estime que, voilà, qu'il n'est pas accepté par son organe technique et qu'il est plutôt accepté par l'État du Cameroun qui l'a recruté. Et pour lui, ça le pose un problème. Voilà un peu comment est-ce qu'il faut analyser cette situation. Au lieu, n'est-ce pas, de pérorer, de tempêter, n'est-ce pas, sur son limogeage, il faudrait voir, et maintenant je réponds à mon très cher, Albert Bangui, pour lui dire qu'il est un très bon entraîneur. Il a fait ce que l'équipe, pour un début, il a regardé les Camerounais, il a fait ce que l'équipe précédente n'a pas pu faire. On a revu l'équipe nationale dynamique, forte, sérieuse, avec, sur le plan compétitif. Nous avions vu le retour de Gadeux, le retour de Ronla, on a vu le retour, n'est-ce pas... Et des retours gagnants. Qui nous ont permis, n'est-ce pas, d'avoir une autre idée maintenant de notre équipe nationale. Je reviens vers vous tout à l'heure parce qu'on va se projeter un peu le 7 septembre, essayer de faire un peu le film de ce qui va encore se passer. Albert Bonga, je vous avais voulu réagir tout à l'heure. Non, je suis un peu étonné, surpris de voir que l'on peut concevoir qu'un employé, Marc Brice est un employé de l'État du Cameroun, du MINSEP, si vous voulez. Merci. C'est un employé du Cameroun. Il est au service, puisse se prononcer sur sa hiérarchie lorsqu'il est en cours de contrat. Je pense que nous tous, nous avons travaillé dans des organisations. On ne peut pas faire une conférence de presse, une interview où on invective un collaborateur d'une manière ou d'une autre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Au moins le devoir de réserve. C'est ça qui est, je pense que pour tout professionnel de moyen niveau, parce que le haut niveau exige d'autres choses. Donc vous êtes quand même d'accord, Albert, qu'il devait s'énerver. Mais maintenant, il a choisi le mauvais cadre. Ces états d'âme ne peuvent plus être exprimés en public, puisqu'il est sous contrat. Il représente une nation. D'accord ?
il est une image, il est un label. Il ne peut plus se comporter comme Marc Brice, personne privée. C'est ça qui est un peu dommage. Et je ne vois pas les parallèles lorsqu'on dit que celui qui a refusé de prendre le drapeau, ces compatriotes-là qui ont détourné l'argent de l'État. Vous allez très loin, c'est pas... Mais oui, non, comme pour vous dire que... Mais on reste sur le football. Donnez-moi un autre exemple qu'on mais pour dire que ces compatriotes qui ne payent pas les nationaux qui sont allés défendre le Cameroun, quel mérite ou quel respect on doit leur donner? L'équipe de volley encore là, ils ont fait des compétitions, ils ne sont pas payés. Donc, ce que je veux dire, ce que je veux dire à Christian, ce que je veux dire à Christian, c'est que le but n'est pas de rentrer dans le jugement des uns ou des autres. Je suis d'accord avec Basile que ça ne doit pas être une question de personne à personne. Nous sommes là pour l'intérêt du Cameroun. Le Cameroun paye un entraîneur. Ce n'est pas pour venir faire les sorties, pour analyser des faits passés. Rigobert Song était une girouette. Koudoula dit, je ne pense pas qu'il est payé pour venir faire ce genre de sortie publique. Et moi, je ne suis pas d'accord avec mon frère du... Mais pourquoi ça dérange? Mais ça dérange parce que vous avez quelqu'un qui choisit le média. Et là où je peux corroborer son point, c'est le choix du média. Témoin de la volonté d'internationaliser son discours. Un peu comme le critère à la France 24. Mais exactement. Exactement. Que l'entraîneur qui est sous contrat décide d'aller exposer ses états d'âme, ses inimitiés avec tel ou tel, alors qu'il est tout contrat, je ne sais pas professionnel. Est-ce que vous ne comprenez pas un peu le raisonnement de Moubarak Foundikou qui dit effectivement que, voilà, monsieur, un bonhomme qui est arrivé dans un pays, et moi qu'on insulte tout le monde, il dit que bon, ok, d'accord, il faut que j'entre dans le jeu, mais moi aussi je sors ma panne, qu'il sorte aussi ma punchline. Vous arrivez de plein pied dans le creux de mon analyse, dans le cœur de mon analyse, la conception qu'on a de l'État, de notre pays, de notre nation. C'est pour ça que je ne peux pas être d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure en disant que les hautes instructions posent le problème de leur statut juridique. Aucun acte, aucun document structurellement juridique le tribunal administratif est là pour l'attaquer. Non, parce qu'il n'y a pas, comment on dit ça? Il n'y a pas haute instruction dans l'ordonnancement juridique, ça n'existe pas. D'accord? Et c'est pour ça que même le mouvement, la question de base, c'est pas moi qui pose des questions. Là, ça devient compliqué. Non, je suis en train de... Son Banak a été nommé sur... Mais non, mais c'est problématique. La chose n'est pas que quand vous bénéficiez ou bien quand c'est pour vous. Je critique le mécanisme, la forme. Exactement. Qu'elle soit bonne pour Song, pour Eto'o, pour Marc Brice, la forme est problématique parce qu'elle pose le problème de l'authenticité. Qui est-ce qui dit qu'il a dit ça? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je voulais revenir au mouvement franquiste en reposant la même question. Quel est le statut du mouvement franquiste? Est-ce une association? Est-ce un parti politique? Pour savoir quel régime juridique on doit appliquer aux actions ou aux activités de ces gens-là. C'est une association, il ne faut pas qu'on perde le temps. Mais il faut que ce soit dans l'association. Donc d'accord, voilà donc une association qui est politique. Puisqu'il a dit là, ici, clairement que son activité est politique. Très bien. Donc, comme pour dire que c'est une façon de contourner la loi. Pour dire qu'il n'y a pas d'association politique, il y a les partis politiques. Mais voilà, il faut donc dire que il faut donc qu'elle prenne le statut. Vous abusez de votre intelligence. Donc, je dis donc que le cœur de la différence, vous abusez de votre intelligence. Non, pas du tout. Le cœur de la chose, c'est quelle est la perception qu'on a de notre État. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut concevoir que quelqu'un qui est sous contrat, qui est employé, mais qui est assujetti à un grand nombre de principes, le droit de réserve, le droit de ne plus venir prendre parole sur le champ public, mais qui est sous contrat, qui estime que il doit donner des avis sur les choix ou sur les attitudes de ses prédécesseurs. Non, attends. Personnellement, je trouve que nulle part qu'il ne va pas s'exprimer. Mais très bien. Mais très bien. C'est commode de mais la prise de parole publique, Christian, est conditionnée. Ne prenons pas nos téléspectateurs pour des idiots. Non, laissez-moi chuter. J'étais en train de dire que le problème de fond, c'est la conception qu'on a de notre pays. Parce que si on commence à concevoir que chaque expatrié qui vient ici,
qui estime qu'on fait le désordre, qui va aller sur TV5, France 24, dire tout ce qu'on a fait de mal, d'accord, on ne se fait pas du bien. Vous comprenez? Nous autres du PCRN, l'intérêt national nous tient à cœur. Je ne sais pas pour vous, peut-être les petites guéguerres, laver, son n'est pas, il est critiquable comme tout le monde. C'est pas ça qui intéresse. Mais qu'est-ce que le Cameroun perd derrière une sortie comme celle de Marc Brice? Il donne l'impression que on est une république où tout est permis. Une république bananière. Mais et ça, personne ne le fait. Et c'est pour ça que moi, je suis dur et je dis, je ne suis même pas dur. Tout à l'heure, j'en discutais avec un co-communicant à qui je demandais, il faut tout au moins lui servir une demande d'explication. Il m'a dit, à ce niveau, c'est faute, il n'y a même pas de demande d'explication, c'est limogeage immédiat. Parce que il a fauté à plusieurs niveaux. Merci. Avançons, Christian. Moubarak, je vous ai vu noter, mais prenez des notes, je reviens vers vous. Parce que je voulais qu'on soit un peu dans une dynamique de ce match du 7. Voilà le match qui est là. Déjà qu'on a un stade qui a été désigné par la FECAFOOT, qui est contesté par l'entraîneur et le MINSEP. On nous annonce aujourd'hui que ce stade-là, pendant 30 jours, devra forcément être toiletté. Donc le match ne pourra pas se jouer là-bas. Un autre bras de fer en perspective avec Christian Nizé. En passant, je veux dire la réaction de la FECAFOOT qui a également aussi saisi l'ONIES. C'est là, c'est disponible pour dire qu'ils ne sont pas prêts. Donnez-nous la primeur, alors. Oui, c'est là, j'ai le courrier qui est là. Pour dire qu'ils ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à respecter, n'est-ce pas, l'esprit de la correspondance de l'ONIES et que cela leur coûterait, n'est-ce pas, des frais supplémentaires. Bref, c'est un peu le synopsis un peu de la correspondance que j'ai lu. Vous voyez qu'on est dans un ping-pong de correspondance maintenant. Et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure à mon cher Ebon, je disais qu'il n'y a pas eu lieu qu'on parle d'un limogeage. Vous savez, M. Nambélé, quand vous êtes entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, c'est connu. Quand vous l'êtes, n'est-ce pas, c'est vous qui menez l'équipe, c'est vous qui entraînez l'équipe, c'est vous qui avez la vision, c'est vous qui portez l'équipe. C'est pas un organe technique de vous faire des propositions sur le lieu et l'endroit. Il faut que ce soit clair. Et c'est connu. J'ai donné qu'on est à la tête de la fédération un footballeur de haut niveau et qu'on se retrouve sur les, qu'on soit encore en train de discuter sur les bassesses, pareil. Or, l'ONIES est dans son rôle. En tant que tutelle, l'ONIES estime que l'infrastructure que vous avez demandé, n'est-ce pas, ne peut pas abriter, n'est-ce pas, cet événement. Et quelqu'un me disait que dans une lettre très polie, oui, très polie, et même avec plusieurs explications. Tu expliques très bien. Et nous, le chef pour moi, on le voit très bien. On a vu comment on appelle ça, il y a un événement qui s'est tenu là-bas, qui m'échappe un peu. On a vu un peu que on a vu un peu les petits détails que l'ONIES a précisé dans sa correspondance, n'est-ce pas? Moi, j'étais là-bas, j'ai vu un peu ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mauvais aujourd'hui, n'est-ce pas? L'ONIES puisse donner des explications et que ça fait l'objet d'une discussion. Moi, je vois que c'est pas un débat, n'est-ce pas, de personnes qui recommencent, alors qu'on devrait se concentrer, n'est-ce pas, sur la rencontre, la rencontre du 7 septembre. Voilà. Et je voulais même terminer et vous dire maintenant, posons-nous la question pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on a ce genre de discussion? C'est le tout premier président de la fédération qu'on a, ou bien c'est le tout premier entraîneur de pays qu'on a. Il y a eu des entraîneurs, il y a eu des présidents, n'est-ce pas? Mais on n'a jamais eu des clashs de ce genre à la fédération. On n'a jamais eu un président, n'est-ce pas, qui discute avec un entraîneur, ou c'est la fédération. On n'a jamais vu une discussion avec un président, n'est-ce pas, Musel banalise, n'est-ce pas, sa tutelle. On n'a jamais vu un président de la fédération, n'est-ce pas, dire ce qu'il veut, et comme il veut, et comme il pense. Je crois que c'est un comportement qui, à mon avis, n'est-ce pas, a vu le jour pendant le coup de cette mandature, n'est-ce pas? Et je voulais demander au pouvoir public de mettre un terme, n'est-ce pas, à ce désordre. Merci. Et tout est possible. Merci. Vas-y, les taureaux. Là, on va encore droit vers un mur. Oui, vous savez... Parce que si la FECAFOOT, effectivement, a réagi à la lettre de l'ONIES et disent ne pas être dans l'esprit de cette lettre-là qui apportait quand même des explications, ça va être compliqué. Je comprends que le football génère beaucoup de passion et que les positions des uns et des autres... C'est pas nous, c'est le président de la République qui avait signé un décret pour dire que l'équipe Fagnon A est une équipe exceptionnelle. C'est pour cela que dans le fameux décret de 2014, il y a bien évidemment une convention qui est partie exceptionnaliser, si vous me permettez l'expression, les relations effectivement entre la fédération et cette équipe. C'est parce que les Lions U20 sont là, c'est mon ami Serge Pensi qui est actuellement en train de connaître l'équipe. Et c'est là on m'a expliqué au ministère que non, la règle est claire, c'est l'équipe Fagnon du Cameroun appartient à l'État du Cameroun. Le reste là, la FECAFOOT peut faire ce qu'elle veut.
C'est la raison pour laquelle je comprends que le football génère beaucoup de passion et que des uns et des autres sont dans des positions tranchées. Au point où on a cité, on a créé, on a inventé des nouveaux noms, des nouvelles appellations, hibou, ecclésien et autres. On a comme l'impression que les gens confondent la FECAFOOT et le ministère des Sports à deux équipes nationales qui s'affrontent sur le terrain. Moi, je dis quittons de là parce que depuis que nous convoquons ces problèmes-là, qu'est-ce que cela a déjà résolu comme problème? Aucun. Nous sommes plutôt en train de cristalliser davantage une situation qui, ma foi, nous devons concourir, n'est-ce pas, à peser. La raison pour laquelle moi je tiens sur ce plateau un langage d'apaisement, un langage de réconciliation. Depuis que nous églotons dans les plateaux de télévision, depuis que nous prenons des positions tranchées, dites-moi, est-ce que nous avons résolu le problème? Au contraire, nous avons plutôt participé, n'est-ce pas, à rendre encore la situation plus difficile. N'oublions pas que ce que nous voulons, ce sont les performances de l'équipe nationale. Nous voulons que l'équipe nationale nous rapporte des victoires. Vous pensez vraiment qu'ils sont nombreux qui veulent ces performances-là? Moi, lorsque je vois dans les positions des uns et des autres, ça me pose problème. Vous avez déjà vu une équipe nationale où un président arrache les ballons? La raison pour laquelle je dis, lorsque je vois les positions des uns et des autres, moi, ça me pose un problème particulièrement. Moi, ce que je voudrais, c'est que cette équipe nationale soit bien encadrée, qu'il soit loin, n'est-ce pas, de tout ce tapage médiatique, de tous ces problèmes entre des personnes, pour se concentrer véritablement sur l'objectif. Notre objectif, c'est que l'équipe nationale doit se qualifier, non seulement à la CAN à venir, et aussi au mondial. Avec cette atmosphère-là, j'ai peur qu'il n'y ait pas la sérénité au sein de l'équipe. Mais, ma foi, lorsque j'ai vu les différents staffs qui ont été nommés, soit par le MINSEP, soit par la FECAFOOT, moi, je n'ai pas vu d'antagonisme. Hein. J'ai vu des gars qui s'embrassaient pendant le match ici à Yaoundé, les gars qui s'embrassaient, qui étaient même assis, ils étaient assis au même endroit. Moi, je me pose donc la question, d'où vient le problème? D'où vient donc le problème? Pourquoi est-ce que les uns et les autres doivent cristalliser dans le débat sur des personnes? Moi, je voudrais qu'on quitte sur des personnes, on vient sur les organisations, parce que lorsque nous quittons des personnes, nous reviendrons sur les organisations qui sont le MINSEP et la FECAFOOT, dont nous avons la tutelle et nous avons l'organe technique. Nous comprendrons que tous ces éléments sont reliés par des tests. Et si nous épluchons les tests, nous verrons que le MINSEP, comme le dit la Constitution, a ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire, c'est le pouvoir de prendre des décisions de manière unilatérale. Donc je ne vois pas... Et la Convention lui donne encore cette force. Je ne vois donc pas exactement d'où vient le décret problème. général. Non, donc honnêtement, nous devons sortir de ce débat-là. Concentrons notre énergie plutôt à trouver, n'est-ce pas, des voies et moyens de ramener ces deux personnes sur la table. Mais là, la météo n'est pas bonne, hein? Parce qu'avec la réaction de la FECAFOOT, je n'ai pas envie de vous lire 2 longues pages, effectivement, où en un seul mot on peut traduire, on n'est pas d'accord avec votre proposition de délocaliser un site dont on prépare depuis les mois. C'est ce qui est exactement dit. On ne comprend pas pourquoi vous prenez en fait l'excuse des précipitations parce qu'il pleut aussi à Yaoundé. C'est ça qui est dit dans cette correspondance que j'ai pas envie de lire totalement. Allez, Moubarak, Fundikou. Le grand frère Basile et Togo a posé la question de savoir où est le problème. Et moi, je pense que... Je veux aussi savoir où est-ce que... Je pense qu'il faudrait qu'on aille... la solution, je pense même qu'il faudrait qu'on creuse beaucoup plus davantage vers ce sens-là parce que visiblement, ce n'est plus le football. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où il y a des acteurs qui veulent tirer opportunité du populisme qui se construit autour du football pour développer des dynamiques insurrectionnelles, des dynamiques subversives contre l'État, contre les institutions, afin de se fabriquer une certaine légitimité. Vous savez, aujourd'hui, défier les institutions devient symbole d'un courage. On s'est dit que lorsqu'on l'a fait, il y a des petites personnes qui vont vous voir comme étant des héros, des petits commandos. Et donc, vous avez quand même tenu la tête au ministre. Donc, il y a cet environnement-là qui est en train de se construire autour du football, qu'on utilise comme la passerelle qui permettrait qu'on se construise une forme de légitimité dans le champ politique. Je dirais pas seulement dans le champ social. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que... Et surtout qu'on voit les uns les autres sont réussis à gauche, à droite. On aurait pu... Ils ont une diplomatie, des visites très compliquées. Bien évidemment. Bon, encore que il y a non seulement ces visites-là qui sont très compliquées, mais il y a les manières de les restituer.
Ça aussi, c'est très important. Les communications qui sont faites autour, et puis comme je disais, la communication politique n'est pas essentiellement verbale, elle n'est pas essentiellement dite. Elle est beaucoup plus non dite. Et donc, ces visites diplomatiques-là ont des aspects non dits, ont des communications non dites, mais qui parlent à ceux qui ont les armes, les éléments, les outils, pour les comprendre. Donc, pour revenir dans ce que je disais qu'il y a des gens qui sont en train de trouver des mécanismes d'émancipation, de communication, de construction d'une forme de légitimité politique. Je ne sais pas si c'est pour peut-être faire concurrence aux acteurs mais présents. Je ne comprends pas. Et ton fils a dit, on te voit les militants du RDPCI soutiennent Paul Biya. Attends. Mais où serait donc le danger, effectivement, qu'ils puissent se positionner? Non. D'abord, je n'ai pas dit qu'il y a un danger à se positionner. Le problème, ce n'est pas de se positionner comme candidat. C'est comment est-ce qu'on construit sa vocation politique. Alors, on peut construire sa vocation politique comme l'acteur qui a défié le gouvernement. Ça crée une certaine légitimité, ça crée une certaine image de la personne qui fait de lui un petit héros. Donc, on peut décider de le construire comme ça, et lorsqu'on regarde les éléments matériels qui sont en train de se positionner, on a l'impression qu'on se rend davantage vers cela. Sinon, il n'y a pas d'opportunité à faire à ce que le rendez-vous du 7 septembre soit encore un nouvel espace d'affrontement. Il n'y avait pas d'opportunité. Rien que le stade posait déjà tout simplement... Imaginons maintenant le stade technique et le reste. Peut-être cette fois-ci, les ballons vont être enterrés quelque part. Visiblement, lors de la dernière CAN, nous tous, on s'est rendu compte qu'à Japoma, on avait de la peine à jouer parce que le stade de Japoma est construit sur un sol hydromorphe. La géographie peut mieux expliquer la question. Mais ce que les remontées d'eau sont très faciles à cet endroit particulièrement. Et je pense que ça avait été un mauvais choix pour les décideurs de choisir, localiser ce stade à cet endroit-là, à ce moment, c'est-à-dire dans la construction. Là, je ne parle pas du choix qui est fait actuellement. Ça fait que les marges de manœuvre, parce qu'à Douala, il pleut, la pluviométrie de Douala, c'est presque 4000 mm3 d'eau par an, et il pleut pratiquement sur 9 mois. Sur ces 9 mois-là, on n'a pas une aire de jeu praticable pour des hauts niveaux. Donc, ça veut dire qu'on a conçu un stade où des marges de manœuvre sur 3 mois. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution technique. Et il y en a des solutions techniques. Bon, mais pour un stade, ce n'est pas facile parce que, généralement, dans d'autres secteurs, on a utilisé des formes de végétation qui sont absorbantes. Exactement. Pour absorber l'eau des sols. Mais à Japoma, on ne peut pas planter dans le stade. On ne peut même pas planter d'abord parce qu'il y a de parking. Donc, du coup, ça devient compliqué techniquement. Mais on peut quand même arriver à une solution qui permet d'assécher le sol, disons, la pelouse. A raison. Mais bien évidemment, techniquement, elle a raison. Il n'y a pas... donc, je dis donc qu'au-delà de cela, c'est qu'il y a des acteurs qui tirent un capital politique de ce qui est une forme... un maintien du contentieux entre l'État. Et puis, on a dit, il a défié. Je n'ai pas fini. Maintenant, je voudrais revenir sur deux choses, si vous me permettez. Mais rapidement, s'il vous plaît. D'abord, la nature du mouvement, parce que des gens ont semblé dire des choses qui ne sont pas exactes. Et puis, la situation des hautes instructions. Premièrement, la nature du mouvement, c'est que nous ne sommes pas une association ni un parti politique, mais nous sommes ce qu'on appelle un mouvement politique. Malheureusement, dans la nomenclature camerounaise, le mouvement n'est pas très connu. Mais en France, en France, en bon français, je veux dire qu'il n'est pas connu. Non. Vous me laissez parler. Vous ne rentrez pas dans mon temps de parole. Non, mais vous me laissez au moins dérouler. Il faut juste que les gens... Il faudrait me permettre de dérouler. la parole pour effectivement... Dans les nouvelles configurations politiques en marche dans le monde, ce sont les mouvements qui portent les leaders. Ce sont les mouvements qui construisent la vocation politique. Et ces mouvements-là ont pour but de porter un projet temporel, circonstanciel et contextuel. Lorsqu'on passe ce contexte-là, le mouvement a davantage tend généralement à s'estomper et à se muer dans des organisations politiques. On a vu En Marche porter le candidat Macron. C'est un mouvement... Décide d'avenir depuis les années en 2006. Justement, donc, ce que je dis, nous sommes beaucoup plus Décide d'avenir qui a porté Ségolène Royal. Nous sommes donc beaucoup plus dans l'idée du mouvement politique qui travaille pour une transition pacifique au Cameroun. On vous a très bien compris. Maintenant, dans les hautes instructions. Pour revenir dans les hautes instructions, dans aucun ordre social, on ne peut interdire à l'ordre dominant, si on veut bien évidemment qu'il régule la société, d'avoir ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. On ne peut pas dire au chef de l'État comment est-ce qu'il gouverne le pays quand le peuple l'a remis
les éléments matériels de la gouvernabilité. Les hautes instructions, d'abord les instructions, maintenant on peut dire haute ou basse instruction, c'est ça, ce sont les adjectifs qu'on ajoute là-dessus, mais l'instruction en droit administratif fait partie des mécanismes du gouvernement. Les instructions peuvent même être verbales, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'écrire. C'était même verbal, hein? On se souvient d'un ancien GPA qui appelait les gens au téléphone à 2 heures. Justement, donc l'instruction peut être verbale. Si on peut dire que le chef a dit, tu dois t'exécuter parce que c'est une instruction du chef. Exactement. Mais là encore, l'instruction du chef est rapportée sur un papier. Elle devient une instruction écrite. Il n'y a pas de fond qui permette de contester les hautes instructions si ce n'est une inscription dans les dynamiques subversives et insurrectionnelles vis-à-vis des institutions de la République. Voilà ce que je voulais dire. Merci Moubarak Fondikou. Il nous reste exactement 5 minutes. Hein, qu'est-ce que j'ai dit? 3 minutes ou 4. Allez, en 30 secondes pour qu'on soit dans les temps, Albert et Bonga. Sur l'ONIES, je ne peux pas souscrire à cette réalité. Vous voulez revenir sur l'ONIES là? Puisque je ne me suis pas exprimé sur la question. Juste pour dire qu'en construisant l'infrastructure... Vous avez lu la lettre? Je n'ai pas... Vous l'avez décliné ici, hein, en les grandes lignes. Je ne peux pas être d'accord qu'on a construit le stade de Japoma en prévoyant que... C'est pas le débat. En prévoyant que en juillet, août, septembre, octobre, pour cause de pluviométrie... Pour cause de pluviométrie, le stade de calcul des ingénieurs ne serait pas qui ont disponible. La localisation de je trouve que là encore, le NIES montre soit son incompétence, soit sa mauvaise foi. Ce n'est pas l'ONIES qui a construit le stade. Mais la question... Non, ce n'est pas l'ONIES. Non, juste pour vous dire que la raison ne tient pas. Choix du site de projet. Je ne sais pas comment vous le dire. Ça n'a pas été un choix opérateur. Le choix... Ça n'a pas été un bon choix. Non, ça, c'est ce qu'il faut... Non, l'excuse ne tient pas. Attends, vous voulez qu'on aille jouer dans l'eau? Je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas tous s'il vous plaît, Moubarak. Ce qui s'est passé? Ça ne tient pas. Vous voulez qu'on aille jouer dans l'eau? Mais ça ne tient pas, on ne jouera pas dans l'eau. Ça ne tient pas d'autant plus que l'ONIES avait lui-même déjà donné un accord de principe sur la mise à disposition de cette infrastructure. Donc, comme pour vous dire que vous avez des gens qui vous répondent sans analyser, sans rien comprendre, et après ils viennent vous dire des mois plus tard, quand vous avez tout engagé, que non, on ne va plus pouvoir faire. Ça s'appelle de l'incompétence. C'est pour ça que je suis d'accord que cette raison ne tient pas la route, parce que cette infrastructure-là n'est pas créée pour être indisponible pour cause de pluviométrie. Il y a des moyens, il faut qu'il y ait une pluviométrie extraordinaire pour qu'on en arrive là. Mais ce que je voulais dire par la suite, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que la question de M. Eto'o et tous les conflits qui lui sont attribués, il s'est assis ici, la toile s'enflamme, il n'est pas venu à l'heure, il a fait ceci, c'est que ce personnage est quand même au cœur de l'alternance. Et lui-même, il joue dessus. Mais il joue dessus. Il n'y a pas le feu. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Donc, toutes les guerres et tribalistes et tous les tapages qui sont faits autour de la personne, parce que ce personnage-là est un personnage central dans la question de l'alternance. Est-ce qu'il a des ambitions? Je ne sais pas. Merci. Mais il jouera forcément un rôle au niveau de l'alternance. Et pour le moment, il a choisi la position républicaine en soutenant le chef de l'État. Je ne sais pas s'il a une carte de membre du RDPC. Merci Albert. Donc, comme pour dire qu'il ne faudrait pas que les uns et les autres continuent à épiloguer dessus. La question, au fond, c'est celle de l'alternance. C'est pour cela qu'à tous les niveaux, il sera attaqué. Merci. En 30 secondes, Christian, on est fini. Hein? Il joue un rôle certainement le PCRN. C'est ce que j'aimerais le dire. Ça, c'est bien ce qu'on a retenu sur le plateau. Maintenant, le match avec les Lions, le match va se jouer à Yaoundé comme convenu. Ça se jouera le 7 effectivement avec comme coach principal Marc Brice, qui a tout notre soutien. Et maintenant, Jason de l'Africa Foot, n'est-ce pas, à suivre attentivement, n'est-ce pas, les consignes. La CAF qui a demandé à ce que l'Africa Foot travaille avec l'État du Cameroun. Allez, merci à vous. Basile et Togo, grand merci. Peut-être un petit bout de mot. En 30 secondes. Ce que je voudrais dire, c'est au sujet de la lettre, de la correspondance de l'ONIX. On revient encore sur les mêmes choses, les mêmes travers, où on fait des combats de personnes. L'ONIX est un organe qui est en charge de gérer les infrastructures. L'ONIX, à un moment, peut décider de vous attribuer le stade, mais il y a des imprévus qui lui permettent, n'est-ce pas, de vous faire des propositions. De renvoyer. C'est ce qu'ils font dans notre. De renvoyer le match dans un autre stade. Donc, ça va de soi que je ne vois donc pas où viendrait le problème. Chacun doit rester, n'est-ce pas, dans son secteur d'activité
pour qu'on n'empiète pas sur les uns les autres. Parce que tout ce qui se passe là, c'est comme si quelqu'un avait le pouvoir de décider sur tout ce qu'il doit faire. Donc, personne ne peut être égocentrique jusqu'à ce niveau. Non, il faut laisser les organes qui sont mis en place par l'État du Cameroun de gérer, n'est-ce pas, les activités dont le cahier de charge les conjoint. Merci à vous, Basile Etoro. Merci à Moubarak. Vous dites que dès que passez par ici, vous prenez la route pour Bertois, pour demain immédiatement. Bien évidemment. Je vous remercie également pour votre invitation. J'ai envie de dire aux Camerounais de continuer à faire confiance à la nation, de faire confiance aux institutions et de croire en un avenir radieux qui certainement se préparera ou alors se construira pour eux avec le mouvement des franquistes, avec M. Franck-Emmanuel Biya et les Camerounais dans leur grande majorité. Merci à vous, Albert Ibonguet, et à Christian Nizek d'être passé par ici. On se retrouve la semaine prochaine et on espère vous avoir édifié tout de même cette autre semaine dans cette autre édition de votre émission Face à vous. Rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 20h30 pour un nouveau numéro. Au revoir.